Le temps de l'histoire. Tempus Historiae. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Marc Bloch. Mon cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe. Mais pour combien de temps, mon cher ? Alors évidemment, le sacre de Reims attendra un petit peu, mais donc sur ce premier podcast de l'association Tempus Historiae, nous allons revenir sur l'autre thématique évoquée par Marc Bloch, la Révolution, qui est donc là encore montrée comme un élément fondateur pour la République française. Je ne suis pas seul pour cette première émission, puisque je suis avec deux jeunes chercheurs, spécialistes de la Révolution française. Et dans un premier temps, d'ailleurs, je vais leur demander est-ce que c'est facile d'être historien de la Révolution en France aujourd'hui, et notamment à Toulouse? Est-ce que c'est facile bonjour déjà, et merci de l'invitation à ce podcast. Est-ce que c'est facile d'être historien de la Révolution française ? Je pense que oui, en tout cas, c'est pas trop difficile dans le sens où on n'est pas trop assailli paradoxalement et pas trop sollicité. Alors c'est parfois une difficulté puisque on n'est pas très nombreux. Il y a un peu une certaine forme de solitude, j'allais dire. Mais en même temps, ça permet aussi de travailler librement et peut-être plus librement qu'à d'autres époques que l'on évoquera, je pense, dans l'émission, au courant de l'émission, où il y avait peut-être un peu plus obligation de choisir son camp. Oui, donc bonjour également. Je rejoins totalement sur ce que dit Henri. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons la chance d'être assez libres et en effet d'avoir, on va dire, dépassé un certain nombre de querelles, de choix de camp qui à une autre époque ont rendu l'histoire de la Révolution peut-être un peu plus difficile à faire. Très bien, en tout cas merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Donc Henri Vignol, Guillaume Debat, vous êtes tous deux doctorants au laboratoire Framespa, donc Université Toulouse-Jean Jaurès. Je vais vous demander juste de présenter rapidement les grands axes de vos recherches. Henri ? Alors oui, donc merci encore de nous avoir invités. Moi, je travaille depuis mon master sur un événement de l'année 1789 qui est désormais accepté par l'historiographie de la Révolution française sous le nom de Grande Peur, qui est un mouvement un peu particulier, un grand mouvement de panique à la fin du mois de juillet 1789 et même dans les premières semaines du mois d'août, dans la première semaine du mois d'août, notamment d'ailleurs dans la région, dans le sud-ouest. En fait, pendant 2 semaines, pour raconter rapidement cet épisode, la France est agitée par la circulation de fausses nouvelles, annonçant l'attaque plus ou moins imminente de brigands. On les annonce être des centaines, voire des milliers, et ils ont pris bien souvent, selon ces nouvelles, la ville ou le village voisin. Ils ont ravagé les cultures, ils ravagent tout sur leur passage et ils viennent dans les heures qui arrivent. Ces nouvelles, bien sûr, provoquent des paniques, mais aussi des mouvements de mise en défense des communautés, des différentes communautés, avec parfois même des mouvements plus mobiles où on s'organise en force armée pour partir à la recherche de ces mystérieux brigands.
Selon les cas, l'inquiétude liée à ces nouvelles vraiment désastreuses dure le temps d'une nuit, voire de deux, parfois plusieurs, car dans certains cas, il y a plusieurs alertes, avant que l'on apprenne finalement que les brigands n'existent pas. Et donc moi, je travaille sur cette panique, et où finalement, vraiment, en l'espace de 2 semaines, les 3/4 du territoire français sont agités par ces fausses nouvelles et n'arrivent vraiment pas à comprendre pourquoi ni comment autant de gens en si peu de temps. D'ailleurs, à ce moment-là, on dit très souvent que la panique a eu lieu le même jour et à la même heure dans tout le royaume, ce qui est faux, mais effectivement, c'est un événement très ramassé dans le temps. Ce que je vous ai donné comme définition, c'est une définition d'ailleurs assez restrictive parce que très souvent, la grande peur est plutôt associée à l'insurrection agraire, parce que très souvent, après la mise en défense, les historiens ont dit qu'il y avait une phase offensive dans cette grande peur. C'est-à-dire que ce mouvement qui a touché les campagnes notamment, eh bien les paysans, une fois armés contre les brigands, une fois qu'ils apprennent qu'il n'y a pas de brigands sur lesquels porter leurs armes, se seraient retournés contre les seigneurs, et en fait la grande peur aurait déclenché une sorte d'immense jacquerie. Moi, ce que je fais, c'est que et par là, pardon, j'avance un peu, et par là, en fait, la grande peur est très souvent associée à la fameuse nuit du 4 août, la nuit du 4 août, qui est très célèbre aussi dans le récit républicain de la Révolution française, un peu le récit des origines, puisque c'est la fameuse nuit de l'abolition des privilèges. On va peut-être y revenir. En tout cas, je conteste, moi, très souvent dans mon travail, l'association entre l'insurrection agraire et la grande peur, ou en tout cas cette association précise. Parce que j'ai observé en travaillant sur le Sud-Ouest que finalement ce qu'on a présenté comme la règle, c'est-à-dire l'évolution de la grande peur à une phase offensive, était plutôt une exception, et que dans la très grande majorité des cas, la grande peur n'a pas évolué dans une violence contre les seigneurs. Pourquoi, selon toi, ces deux éléments ont été associés d'une certaine manière ? Alors, parce que, en fait, déjà, ils ont lieu souvent au même moment, dans le sens où il y a aussi, à partir de la mi-juillet, des grandes insurrections agraires en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour décrire les ravages des brigands pendant la Grande Peur, et pour décrire, très souvent, quand on regarde les sources, les insurrections agraires, la langue qu'ils emploient, le langage et les mots qui sont employés sont très souvent très proches. Et en fait, quand ces nouvelles remontent à Paris ou à Versailles, puisque la salle des États généraux est encore à Versailles, eh bien, il y a très peu de facilité à faire la distinction entre les deux. Et en fait, cette difficulté de distinction, elle a perduré et elle s'est vraiment propagée aussi dans l'historiographie de la Révolution française. Et donc, dans une année 89 où on a souvent assez peu de sources, où des incidents sont parfois connus par une ou deux sources et donc très peu de possibilités d'examen contradictoire de certains événements, surtout dans les campagnes, vous voyez, eh bien, on est très souvent lié à des éléments de langage qui rend la distinction difficile. Mais en fait, je pense que cette proximité sémantique, elle nous informe sur autre chose, et c'est un peu la direction dans laquelle ma recherche va, c'est que il y a une proximité entre les deux, ce n'est pas un hasard total, et c'est que après l'insurrection parisienne qui a donné le 14 juillet et la prise de la Bastille, il devient très difficile politiquement de légitimer des outils répressifs par lesquels on veut en fait contenir la violence populaire. Et donc, la création de ce mot d'ordre de la peur des brigands, elle vient aussi de là, parce que c'est une solution, à un moment donné, c'est un euphémisme en fait, qui permet de légitimer des nouveaux instruments répressifs. Et donc c'est un peu vers là que ma recherche va, plutôt que de rechercher l'insurrection agraire dans la grande. D'accord, très bien. Et toi, du coup, Guillaume, quelle est ta spécialité ? Alors moi, du coup, je travaille sur un objet. J'essaie de faire l'histoire totale d'un objet, qui est la guillotine. Donc c'est l'un des objets les plus connus de la Révolution française, ou en tout cas qui est paradoxalement peut-être l'un des objets que l'on croit le mieux connaître et qui n'est pas si bien connu que cela, particulièrement d'ailleurs pour ses réalités provinciales qui m'intéressent et que je trouve d'ailleurs dans le cadre de mes recherches intéressantes de mettre à miroir
des réalités répressives parisiennes. Alors, plus particulièrement, donc, ma thèse donc, sur cette guillotine vise à interroger à la fois on va dire la répression dans une optique quantitative, c'est-à-dire de compter simplement les morts dans les départements, les exécuter, mais au-delà de s'interroger sur ce que cet objet dit de la politique répressive de la Révolution, de ce que cet objet dit également de la concurrence dans l'usage de la violence, parce que la guillotine et plus largement en fait la peine de mort, pour en tout cas se proclamer légitime à détruire un corps, à le mettre à mort, pour l'autorité qui peut le faire, c'est imposer une vision du monde. En tout cas, c'est se poser comme étant l'arbitre dans les rapports ou les relations qu'entretiennent les individus. Donc il y a cet intérêt-là autour de l'objet peine de mort. Il y a également un intérêt plus particulier autour de l'objet guillotine, qui est que c'est devenu l'une des incarnations, l'un des symboles de la période révolutionnaire. Paradoxalement, on va dire ce que Daniel Arras, qui avait consacré un ouvrage au début des années 80 à la guillotine, la légende noire ou l'abject prestige de la guillotine, à savoir un objet qui est à la fois l'incarnation de l'avènement de la République, puisque c'est par cet objet que Louis XVI, devenu Louis Capet, est mis à mort en janvier 1793, mais également le symbole infamant de la terreur, le symbole de on reviendra sur le terme, mais de ce qui est parfois considéré comme la dérive, le dérapage sanglant et sanguinaire de la Révolution française. Et donc voilà, j'essaie aussi de comprendre comment est-ce que cet objet, qui était très positif lorsqu'il est instauré en 1792, a pu très rapidement devenir aussi le symbole d'un dévoiement, de ce qui est supposé être un dévoiement de la Révolution. D'accord, donc d'essayer de comprendre comment le rasoir national a donc pris une tournure, la tournure d'une légende noire dans nos représentations aujourd'hui. Tout à fait. Très bien. Donc maintenant que nous voyons un peu mieux vos thématiques de recherche, donc je note que vous avez mentionné toutes deux que aujourd'hui donc vous n'aviez pas nécessairement besoin de choisir un camp. Donc évidemment c'est l'occasion pour moi de vous demander de préciser un petit peu ce que vous entendez par là et de nous expliquer un petit peu en quoi finalement faire l'histoire de la Révolution française était un sujet éminemment politique qui a engendré des visions extrêmement différentes. Je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole. Je vais peut-être commencer puisque je suis responsable de la formulation, malheureusement. Responsable et coupable, très bien. Oui, choisir son camp, en fait, je faisais référence à un débat qui a agité, alors c'est peut-être un débat, comme disent les journalistes, très franco-français, même s'il a un peu dépassé, et d'ailleurs, il y a des origines qui sont aussi britanniques, on pourra y revenir. En tout cas, une querelle historiographique qui a agité l'histoire de la Révolution française, on va dire, à partir de la milieu des années 60, où en fait un certain François Furet a commencé à critiquer ce qu'il appelait une vision jacobine de l'histoire de la Révolution française, et à critiquer en fait les historiens qui étaient en place à l'université, notamment Albert Soboul, mais aussi Claude Masaryk, et il a lui considéré qu'il y avait un catéchisme révolutionnaire, c'est le titre d'un de ses ouvrages, par lequel l'histoire qu'on faisait à l'université était plutôt une célébration et pas vraiment une histoire critique. Et c'est d'ailleurs pour ça que François Furet et ceux qui l'ont suivi ont été nommés, on appelle ça l'historiographie critique de la Révolution française, parce que lui, au contraire, voulait plutôt mettre en avant ce que Guillaume aussi a évoqué, le dérapage. Peut-être que je vais d'ailleurs laisser Guillaume expliquer cette histoire de dérapage. Oui, dans la critique de Furet, qu'a bien d'ailleurs présenté Henri, il y a un élément qui est central, qui est celui de la compréhension de la terreur, de ce concept, en tout cas de terreur. Vous savez, cette période de renforcement de la répression qu'on circonscrit à peu près entre 1793 et 1794.
Et la thèse initiale de François Furet est de considérer qu'il y avait une bonne révolution, on va dire, à partir de 1789. Et à un moment donné, la dynamique révolutionnaire a dérapé avec la terreur, donnant naissance au tribunal révolutionnaire, au règne de la guillotine, justement, à l'augmentation de la répression, au recul des libertés, pour le dire plus simplement dans la vision de Furet en tout cas, et de ses héritiers, à la fin de l'état de droit qui avait été instauré avec les réformes des premières années de la Révolution. Thèse du dérapage que Furet a lui-même, on va dire, sur lequel il est lui-même revenu quelques années après. Mais je ne sais pas si Henri veut peut-être poursuivre. Non, en tout cas, ce qu'il faut préciser, c'est que Furet écrit avec Denis Richet dans les années 60, à la base, une commande éditoriale, qui est un bouquin, vraiment une synthèse sur la Révolution française. Et c'est dans ce bouquin qu'il y a un chapitre qui s'appelle Le dérapage de la Révolution, donc qui parle effectivement de la période historique qu'on appelle encore la terreur. Je le dis comme ça un peu avec des précautions, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais parce qu'aujourd'hui, il y a des historiens qui ne veulent pas reconnaître le mot de terreur pour nommer cette période historique, parce qu'ils y voient là, disons, la façon de répéter une stratégie politique qui a été employée par le régime en fait qui succède au régime de la Convention nationale et donc de la dite terreur de Robespierre. Mais bref, et en tout cas, quand Furet écrit ce chapitre, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'il va là un peu s'attaquer à un mythe et qu'il va s'attaquer à une période qui, effectivement, dans l'université française est plutôt vue positivement, ou plutôt vue comme une période qui n'a certes pas abouti, mais qui a été surtout un effort du corps exécutif législatif pour vraiment sauvegarder l'intégrité de la République, sauvegarder la France contre donc, les invasions étrangères, les insurrections à l'intérieur dites contre-révolutionnaires. Et donc là, il a vraiment, lui, au contraire, voulu dire qu'il y avait un dérapage, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme, il voulait briser l'idée qu'il y avait là une nécessité historique, mais qu'il y avait au contraire vraiment quelque chose d'idéologique, quelque chose de politique dans l'éclosion de la terreur, et que donc c'était plus du tout le même angle par lequel on le voyait. Et donc, en fait, ces querelles qui ont parfois été assez virulentes, puisqu'on a accusé, que Mazorik avait par exemple accusé, même s'il est revenu dessus, François Furet de parti pris antinational, donc c'est allé assez loin. Et ça a duré jusqu'au bicentenaire, en fait, jusqu'en 1989, où finalement on a considéré que les Furetiens avaient triomphé des Jacobins, alors que même si eux-mêmes ne s'appelaient pas les Jacobins entre eux, parce que alors bon, il faudrait revenir sur toutes les célébrations du bicentenaire, sur toute l'organisation de ces célébrations, de ces rencontres scientifiques qui avaient été faites en 1989, mais disons que les célébrations officielles ont vu finalement un peu un relatif discrédit dans l'opinion publique de l'école dite jacobine au profit de l'école furetienne, mais bon, ce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, c'est que l'école furetienne n'en est pas une et que Furet a très bien réussi, on va dire, un peu son travail de démolition, mais n'a pas réussi à faire école et à proposer de nouvelles interprétations vraiment pérennes sur le long terme et fécondes sur le plan des travaux universitaires. Très bien, ce qui fait que du coup aujourd'hui la situation telle que vous la décrivez aurait tout de même assez évolué et on serait dans un climat un peu moins tendu, disons, dans les différentes visions. Enfin Henri me corrigera, mais disons que le débat s'est aussi arrêté faute de combattants d'une certaine manière, parce que Furet n'a pas eu un grand nombre d'héritiers. L'école dite abusivement jacobine en a eu quelques-uns de plus, mais puis surtout les critiques. Un historien qu'on a longtemps considéré comme l'adversaire de Furet lors de la période de la célébration du bicentenaire de la Révolution, donc Michel Vauvel, a reconnu dans plusieurs ouvrages que les critiques initialement portées par Furet avaient permis à l'historiographie dite traditionnelle de la Révolution de se saisir d'un certain nombre de questions qui avaient peut-être pu être négligées. Vous pensez à la question de la répression, à la question de la violence notamment.
Donc on est sorti aussi du débat parce que l'historiographie traditionnelle a évolué, s'est saisie, a entendu aussi un certain nombre des critiques qui lui avaient été mobilisées, s'est intéressé au concept de révolution atlantique. Là, peut-être Henri en reparlera puisqu'il a parlé de l'influence britannique. Donc voilà, donc il y a eu toute une série de remises en question, de prises en compte des critiques, et qui fait qu'aujourd'hui, sur en tout cas les grandes critiques de Furet sur le dérapage, le débat est globalement, il est en partie tranché, je dis bien en partie tranché, sans mauvais jeu de mots, mais donc aujourd'hui on peut évoluer aussi dans une optique, en tout cas dans une perspective sereine sur ces questions-là, parce que le temps a coulé sous les ponts et que les critiques et échanges avec le temps ont été digérés, intégrés, donc permettre d'avoir probablement une vision un peu plus, on va dire, apaisée des choses et du débat. Mais aussi, voilà, faute de combattants. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on est peu nombreux à travailler sur la Révolution française. Donc le manque de combattants explique aussi en partie seulement l'apaisement des débats. Je parlais tout à l'heure effectivement du côté atlantique. Alors pour le coup, je voulais simplement préciser que Furet, et c'est d'ailleurs ce qui lui a été renvoyé par un certain nombre de ses contradicteurs à l'époque, c'est qu'on lui a dit, on disait de lui qu'il n'avait rien inventé, qu'il n'avait fait reprendre que les conclusions d'un historien anglais qui s'appelle Coban, et qui lui avait en fait récusé aussi le concept de révolution bourgeoise, et qui avait dit mais les historiens d'inspiration marxiste, puisque c'est vrai que l'école dite jacobine était, on peut dire, alors, si ce n'est marxiste, en tout cas marxisante, et souvent adhérait à l'idée d'une révolution bourgeoise. Et ce que Furet a dit, mais c'est vrai qu'il imitait beaucoup une critique que Coban avait fait dans les années 50, critique que Coban adressait d'ailleurs à Georges Lefebvre, qui était le grand historien de la Révolution française à partir des années 30 et jusque dans les années 50, jusqu'à sa mort, et disant, oui, mais vous nous faites le coup de la révolution bourgeoise, mais le personnel révolutionnaire, si on regarde les parlementaires, etc., c'est pas des bourgeois au sens capitaliste du terme, au sens marxiste du terme, parce que ce sont plutôt une bourgeoisie qui est dépendante de l'État, qui est un personnel de loi, etc., des parlementaires ou des avocats plutôt, puisque les parlementaires sont hommes, et donc il récusait un peu cet angle-là, pour justement après ce qui a permis à Furet de fonder une analyse idéologique en disant non, c'est pas les forces sociales, c'est aussi les forces politiques, c'est les forces idéologiques. Et donc là, ça vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il y a des allers-retours aussi entre ce qui peut se faire outre-Atlantique ou en tout cas outre-Manche, et qui finalement après peut nourrir une querelle qui devient très vite franco-française. Mais pour revenir aussi sur ce que disait Guillaume, c'est vrai qu'en parlant de Michel Gauvel, même s'il a été quelque peu bousculé et discrédité au moment du bicentenaire, en tout cas dans l'espace, dans l'opinion publique ou en tout cas dans l'espace médiatique, c'est lui qui a eu des héritiers réellement dans le monde universitaire. Donc il y a aussi un décalage entre ces deux sphères, où la sphère, les Furetiens, ils ont beaucoup marché grâce à les médias, grâce aux magazines, grâce à leur présence différente d'un point de vue de leur nature auprès de l'opinion publique, alors que finalement dans l'université on a accepté, comme disait Guillaume, un certain nombre des critiques qui avaient été faites par François Furet, mais derrière ceux qui ont ceux qui ont dirigé des thèses, etc., ben, c'était toujours malgré tout le plus souvent des gens qui étaient dits de l'école jacobine. Alors, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que la victoire du bicentenaire des Furetiens, finalement, dans l'université, c'était un peu ambigu. Ouais, pour le dire, voilà, c'est ça. Enfin, je pense qu'on peut le dire, Henri s'associera à moi, si on le dit de manière un peu rapide et provocante, Furet a gagné la bataille médiatique, mais l'école jacobine a gagné la bataille universitaire par les évolutions qu'elle s'est imposée. Également à ceci près que Furet a été, du fait de son aura médiatique, largement repris et critiqué par personnel, on va dire, polémiste, qui est fondamentalement hostile à la Révolution. C'est-à-dire que dans un de ses ouvrages, Michel Gauvel parlait de petite monnaie, je le cite, caricaturale des thèses de Furet,
qu'on retrouve aujourd'hui dans un certain nombre d'écrits. Donc Furet a également aussi été repris, caricaturé par des gens qui se prétendent de ses héritiers, mais qui ont également largement tordu un certain nombre de ses positions. Oui, tout à fait. D'accord, donc on voit qu'il y a aussi donc une différence en tout cas entre la Révolution telle qu'elle est abordée dans un cadre universitaire et la Révolution telle qu'elle est abordée évidemment aussi dans un cadre plus médiatique, puisque bien sûr la Révolution c'est une thématique qui est éminemment politique et qui donc n'est pas simplement un objet de recherche. En définitive, c'est toujours un objet en débat permanent. C'est l'idée. Oui, tout à fait. Bon, après, je pense qu'on pourrait étendre le constat à la plupart des visions sur le passé et des représentations que peuvent, pas toujours très facilement et pas toujours de manière, on va dire, très fluide, mais que peuvent véhiculer les recherches historiques sur telle ou telle période. Alors effectivement, la Révolution est un objet un peu particulier, mais peut-être qu'on va en discuter un peu plus tard. Et comme tu le disais en introduction, effectivement, qui est fondateur. Alors moi, je sais pas si d'ailleurs, pour reprendre la citation de Marc Bloch, si j'ai bien compris l'histoire, parce que je suis pas sûr de vibrer autant que lui au récit de la fête de la Fédération de 1790. Mauvais citoyen, attention. Un mauvais citoyen, c'est ça, voilà. Alors là, peut-être qu'effectivement, il y a aussi des évolutions. Pourtant, j'étais surpris, je la connaissais même pas là. C'est dans la première partie de L'étrange des fêtes, si je dis pas de bêtises. D'accord. Bon, après, c'est vrai que c'est aussi lié à un contexte d'écriture particulier. L'étrange des fêtes, on peut pas dire que Marc Bloch était certainement extrêmement joyeux au moment de sa rédaction. Bon. C'est possible. Puisque nous avons déjà pas mal débroussaillé l'aspect purement universitaire de ces problématiques, on va passer justement un peu plus de temps aussi sur les représentations liées à la Révolution, et pour ça je vais juste passer un petit extrait sonore. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les pondra. V'là 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. V'là 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des catins. V'là 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pondra. V'là 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. Donc un petit extrait, évidemment, du Ça ira. Je sais pas si vous avez reconnu la version, si ça vous parle. C'est Edith Piaf dans le film de Sacha Guitry, non? Tout à fait, félicitations, c'est bien ça. C'est la version de 1953, donc si Versailles m'était compté, de Sacha Guitry. Et effectivement, c'est bien la version d'Edith Piaf. Alors évidemment, j'ai pris un exemple qui est particulièrement connu, mais dès la Révolution, on a tout un florilège de créations qui sont liées aux événements, et toute une quantité astronomique de chants révolutionnaires qui sont composés pour cette période et qui continuent à irriguer notre imaginaire. Je ne sais pas si que ce soit ce Ça ira ou d'autres chants révolutionnaires vous ont bercé dans votre enfance et vous ont guidé vers vos thématiques de recherche. Je sais pas si alors il y en a beaucoup de chants révolutionnaires et finalement sur le nombre de chants il y en a très peu qui sont finalement restés au point qu'on en connaît aujourd'hui. On en connaît aujourd'hui un nombre relativement restreint compte tenu de la production qui est très importante. Pour le Ça ira, c'était évidemment la représentation, en tout cas une présentation, une perception de l'insurrection populaire avec évidemment d'énormes guillemets à populaire, parce que ça dépend de qui s'insurge et qui met à mort les aristocrates à la lanterne. Mais ce qui me paraît intéressant dans ce chant, c'est également ce qu'il renvoie d'un élément qui est central dans la période révolutionnaire et qui pour le coup je crois est véritablement commun
à la fois au travail d'Henri et au mien, même si nous ne travaillons pas sur des périodes, pas de mêmes périodes, c'est les mêmes périodes de la Révolution, et qui se recoupent finalement assez peu, c'est la question de l'exercice de la violence. C'est-à-dire que celui ou celle qui se présente comme légitime à exercer une forme de violence, la plus extrême étant évidemment la violence de mort, acquiert une légitimité dans un contexte où la remise en cause et l'effondrement d'un certain nombre de structures politiques peut donner à certains groupes le sentiment ou l'impression qu'il y a une place à occuper. Sans forcément le tirer vers la guillotine, mais l'extrême publicité, ou en tout cas, si je le dis de manière caricaturale, le tribunal révolutionnaire est aussi mis en place pour récupérer le pouvoir de violence, pour que les députés puissent récupérer le pouvoir de violence et en priver des concurrents directs, que sont les sections, les sans-culottes, dans toute leur diversité. Et donc, instaurer le tribunal révolutionnaire, guillotiner, ça permet d'éviter que les classes populaires n'aillent pendre les aristocrates à la lanterne. Donc il y a aussi dans ces chants et dans ce qui est véhiculé dans ces chants qui nous ont marqués aujourd'hui, on peut aussi les lire, ou en tout cas les réinscrire dans un contexte de concurrence de la violence entre groupes révolutionnaires. On est vraiment entre groupes révolutionnaires, mais qui ont des intérêts fondamentalement divergents. Oui, ben, je pense que de toute façon, c'est là toute la différence entre la réception de la Révolution française et à chaque fois nos travaux. Donc on est toujours un peu en train de naviguer entre ces deux choses. Et souvent, la Révolution, voilà, elle est comprise dans les représentations actuelles, mais qui sont installées depuis assez longtemps, mais comme la lutte entre deux camps, dans un premier temps, les révolutionnaires, les contre-révolutionnaires. Alors qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a toute cette compétition pour la violence, il y a tout ce travail des élites révolutionnaires pour essayer tantôt de légitimer, tantôt d'excuser, tantôt de réprimer la violence populaire. Et donc, il y a une dialectique qui est d'une grande complexité, et je crois que l'exposé de Guillaume en montrait un très bon exemple. Et donc là, ces chants, ce Saïra, comme s'il pouvait à lui seul résumer ce qu'était la Révolution française, une sorte d'insurrection résistante, joyeuse contre les forces de l'oppression de l'Ancien Régime, elle représente bien finalement ce qu'on garde de la Révolution française aujourd'hui, et donc un peu effectivement un manichéisme un peu simple, mais parce que effectivement la Révolution a créé son propre mythe. Alors mythe, c'est vrai que c'est un mot polysémique qui est parfois utilisé à la fois pour discréditer en disant c'est un mythe dans le sens qu'elle n'a pas eu lieu, c'est une fausse révolution, mais ou plutôt pour glorifier. Mais nous, on peut aussi l'utiliser comme instrument d'analyse dans le sens où la Révolution a transformé le mot révolution. Ça, c'est la Révolution française a transformé le mot révolution et a vraiment introduit dans la société occidentale, puis peut-être, on pourrait dire même dans l'histoire du monde, l'idée de la légitimité de la transformation de la société par être. Et en tout cas, et la légitimité de la rupture avec les forces de l'autorité traditionnelle. Et donc là, effectivement, ça explique aussi beaucoup pourquoi l'imaginaire révolutionnaire est si présent, parce que c'est un référentiel que la nouveauté peut surgir, et donc un référentiel à capter pour des forces politiques qui peuvent être très diverses, pour effectivement essayer de faire agir sur le présent et d'induire une certaine compréhension de nos contemporains sur la société et donc ce qu'ils vont faire dans cette société. Donc on est dans une période où la Révolution continue à marquer nos imaginaires jusqu'à aujourd'hui et continue à avoir des échos. C'est vrai que dans cette perspective, je me souviens aussi que dans certaines des manifestations de Gilets jaunes, l'image de la guillotine revenait très régulièrement, par exemple. La guillotine continue à parler. Exactement, qui serait finalement paradoxalement le symbole de l'insurrection populaire, alors même que la guillotine procède d'une volonté législative et exécutive. Ce sont des députés, c'est la Convention nationale. La guillotine, elle est décidée, elle est mise en place en tout cas par les députés, c'est pas encore la Convention, mais son usage est véritablement sous le contrôle des députés
Et donc faire de la guillotine le symbole de l'insurrection populaire, c'est aussi finalement rester prisonnier du discours des élites révolutionnaires, enfin à savoir en tout cas des députés de la Convention, qui ont le contrôle sur le processus répressif. La guillotine prive d'une certaine manière, c'est cette fameuse insurrection populaire, si tant est qu'elle soit populaire, de sa capacité de violence. Donc, mais pourtant, l'image qui va en est restée, c'est le symbole de l'insurrection populaire. Oui. Et probablement aussi de la mort de l'autorité unique, c'est-à-dire avec aujourd'hui aussi un rapprochement entre la fonction présidentielle dans la Ve République et une fonction monarchique, et donc il y a aussi ce lien-là, c'est-à-dire c'est pas un hasard si ce sont des guillotines qui ont fleuri sur les ronds-points, ou si on a vu dans certains départements une sorte mimée grâce à ces guillotines en carton l'exécution de Macron, qui est en fait un rejeu de l'exécution de Louis XVI. Donc il y a aussi dans cette assimilation-là que se joue probablement, et en partie seulement, le ressurgissement de cet objet. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, c'est encore une très bonne illustration que les symboles qui ont été créés puis, par cette période tellement riche de la décennie révolutionnaire, même plus si on va jusqu'à l'Empire, ils sont très volatiles et ils sont utilisés vraiment, effectivement, si on reste un peu dans l'analyse, parfois à contresens. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que la Révolution, elle était certes toujours présente, mais la Révolution française était aussi un peu gênante parfois, je pense, dans les différents discours militants, parce que justement, les différents travaux, les différentes querelles qui avaient pu naître ont beaucoup mis en avant la violence de la Révolution. Et donc cette violence dans l'espace public, aujourd'hui, elle est très difficile à se l'approprier, à la revendiquer comme telle, et c'est pas un hasard aussi peut-être les Gilets jaunes qui, à un moment donné, avaient un discours un peu plus de rupture, où ils disaient que les méthodes traditionnelles de la démocratie médiatique, avec le débat contradictoire, etc., ça n'avançait plus à rien, et que oui, la violence, elle existait, puisque l'État produit de la violence nécessairement, et que donc les mouvements qui se veulent révolutionnaires et contestataires, ils doivent aussi mettre en scène leur propre violence, et ils doivent l'assumer d'une certaine manière. Et donc là, dans le symbole de la guillotine, c'est effectivement, au-delà effectivement du côté irrévérencieux de dire on va décapiter le Macron comme on décapiterait Louis XVI, c'est-à-dire comme un despote, comme un tyran. C'est aussi sans doute une prise de position sur la violence qui était assez nouvelle dans le champ politique français, parce que la gauche était un peu mal à l'aise, la gauche social-démocrate, vis-à-vis de ces symboles qui étaient un peu encombrants, qui étaient des symboles obligés, c'est-à-dire qu'on était obligé de célébrer la Révolution française, mais on n'en disait pas trop. Puis il y a aussi les fameux débats sur les guerres de Vendée, et qui créaient, qui faisaient, je pense, de la Révolution française une référence quelque peu encombrante, et qui est peut-être en train de revenir finalement dans un passé très récent, si l'on compare à la période des années, on va dire, 90-2000. Encombrante au point que lors de la célébration du bicentenaire en 1989, c'était 1789 qui est célébré. C'est pas 1793, c'est pas 1794, pas 1795 et après, c'est 1789. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un choix sur ce qui apparaît comme le plus consensuel dans la période révolutionnaire. Et en effet, la question de la légitimité de l'usage de la violence comme productrice de légitimité et productrice d'une nouvelle société, et en effet n'est pas passé sous silence. Et c'est en effet, je rejoins ce que dit Henri, cette question-là qui ressurgit probablement avec le retour de certains symboles révolutionnaires dans les mouvements sociaux actuels. Donc la révolution qui revient dans les représentations contemporaines sur le plan politique, mais qui revient également, si jamais elle avait quitté un instant ce terrain, qui revient donc dans les représentations plutôt culturelles. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que vous avez vu des extraits de la série Netflix par exemple, qui est J'ai vu un film. Carrément. Moi, j'ai vu que la bande-annonce, personnellement. Alors, et puis mauvais élève pour le coup.
Je ne sais pas si c'est mauvais élève, hein. Cela étant, Guillaume, je ne sais pas si tu peux nous donner une petite impression en tant que spécialiste, sans nécessairement courir le risque de divulgacher. Alors, je suis très embêté parce que je ne voudrais pas et surtout pas jouer le rôle du soi-disant spécialiste qui est jamais content quand l'histoire est représentée. Parce que c'est pas un rôle que je trouve très intéressant. Et je trouve que la fiction a le droit de faire ce qu'elle veut dès lors que c'est de la fiction. D'autant plus que la série assume totalement être une uchronie sur les origines de la Révolution. Donc, de ce fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En revanche, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est la manière dont les symboles traditionnels de la Révolution française sont réutilisés dans cette uchronie. Je passe évidemment de ce côté, je mets évidemment de côté ce qui pourrait être un avis personnel sur le jeu ou la qualité scénographique, enfin, en tout cas scénaristique de la série. Tout ça, je n'ai pas de légitimité particulière pour en parler, autre que n'importe quel téléspectateur. Sur ce qui est des symboles, ce qui est intéressant, et ce qui pour le coup est assez nouveau, et je n'en dirai pas assez dans la bande-annonce, donc je peux le dire, c'est la question du sang, le fait de verser le sang, puisque le sang est une thématique centrale de la série, et le sang est un symbole révolutionnaire, le sang versé, son sang qu'on verse, le sang que l'on verse. Et donc voilà, là ça fait partie des symboles révolutionnaires qui sont très marqués dans cette série, qui encore une fois se concentre vraiment sur les origines de la Révolution. Donc la Révolution française n'est pas abordée en tant que telle. On s'arrête dans les années avant la Révolution. Donc voilà, c'est une uchronie sur les origines de la Révolution qui a l'intérêt de mobiliser un certain nombre de symboles. Mais de fait, le regard critique que je pourrais avoir est extrêmement limité, en fait, pour pas dire inexistant, parce que voilà, c'est plus une série sur la fin du XVIIIe siècle que véritablement sur la Révolution. Ouais. Donc, c'est une uchronie sur les origines de la Révolution, voilà, c'est présenté comme ça. Très bien, donc vous êtes extrêmement prudent. Je n'insiste pas alors, et je vais aussi mentionner une autre création culturelle qui avait fait parler il n'y a pas si longtemps, qui reprenait certainement des symboles plus fréquemment utilisés, mais qui avait provoqué des débats politiques, là aussi. C'est évidemment le cas de l'épisode de Assassin's Creed qui a été consacré à la Révolution française. Alors je ne sais pas si vous avez, que ce soit joué ou simplement étudié ou réfléchi un petit peu sur cette question. Alors je ne veux pas monopoliser la parole, mais Henri, Oui, non, mais très rapidement, moi j'avais vu un peu les polémiques à l'époque, j'ai pas joué personnellement. Je sais que très souvent, en fait, il y a tout un débat qui dépasse d'ailleurs celui de la Révolution française, un débat, en tout cas des points de vue opposés sur la représentation de l'histoire dans les fictions, y compris dans les fictions vidéoludiques. Est-ce qu'on peut représenter quelque chose qui moi, en fait, de mon point de vue, je trouve que c'est très difficile. Mais ça vaut le coup d'être tenté, mais dans le sens où ça ne pourra jamais être parfait, parce que représenter une époque quelle qu'elle soit, révolution ou pas, c'est tellement difficile. Je veux dire, quand on écrit des livres, on est vraiment c'est déjà très difficile, mais on est on est grâce aux mots, grâce au langage, on n'évoque jamais la totalité des expériences sociales, sensorielles, physiques, etc. de notre objet. Et donc, on est toujours sur une partie de cette réalité. Et le problème, quand on représente l'univers ambiant, il faut tout faire, c'est-à-dire les interactions quotidiennes, la façon de parler, la façon de voir, les couleurs, etc., l'architecture, l'état de délabrement. Et donc, il y a tellement de choses à penser que, bien évidemment, si l'objectif c'est la perfection, c'est raté. Mais par contre, alors là, moi, voilà, je ne peux pas me prononcer sur précisément l'épisode d'Assassin's Creed en question, mais je sais qu'ils avaient fait appel à des historiens parce que très souvent, ils ont besoin un peu de se légitimer, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de gens qui, sans être des professionnels du milieu, sont très intéressés par l'histoire, vont beaucoup réagir à la crédibilité, en fait, au sens de l'immersion, et surtout, mais leur sens de l'immersion est basé sur leur propre représentation d'une époque. Il n'est jamais représenté, bien sûr, par une connaissance, et de toute façon, même une connaissance érudite, je pense, ne peut pas nous donner vraiment les clés pour nous dire « Ah oui, là, c'était comme ça en
89, en 90, et ainsi de suite. Donc là, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de périlleux. Je ne suis pas au fait totalement des polémiques que ça avait pu engendrer, mais je pense que c'est aussi lié aux figures révolutionnaires qui étaient représentées, parce que là, pendant la Révolution, il faut représenter des gens qui sont très connus, qui sont très clivants, comme disent les journalistes, et qui, par définition, vont forcément, quelle que soit l'orientation choisie, susciter des réactions de part et d'autre. Donc je laisse Guillaume, peut-être qu'il s'y connaît un peu plus sur le cas précis. Ouais, en tout cas, sur le cadre de ce jeu, donc en effet, certains historiens, Jean-Claude Martin notamment, avaient participé, avaient été consultés par le studio qui avait créé le jeu. Guillaume Mazot a écrit sur ce jeu également. Je ne sais pas s'il a participé, Guillaume Mazot, qui est prof à la Sorbonne, maître de conférence à la Sorbonne, a écrit il a commenté là un peu les débats qu'il y a autour de ce jeu, où je crois qu'il a également participé en tant que conseiller en fait à la création de ce jeu, qui, dans ce que j'ai lu, moi, avait été salué pour l'ambiance qu'il retranscrivait de la Révolution française, qu'il représentait, comme le dirait évidemment, une ambiance, donc avec toute la subjectivité de nos représentations contemporaines. Mais en fait, les débats sur le jeu, ou la polémique qu'il y a eu, elle est essentiellement politique, parce que dans le milieu universitaire, ça n'a pas fait grand bruit, la sortie de Assassin's Creed, donc sur sur la Révolution française, l'épisode sur la Révolution française. Pour le dire très concrètement, c'est la figure de Robespierre qui a posé problème, et qui a posé problème pour la critique, elle est venue d'abord de ce qui était alors le Front de gauche, deux personnalités, notamment Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, qui ont critiqué la vision de Robespierre, puisque dans le jeu, Robespierre est en fait l'un des antagonistes principaux. Alors, j'ai pas joué au jeu, mais ça, je le sais. Il critique donc la vision extrêmement négative qui est faite de Robespierre, ce qui est extrêmement intéressant, et ça montre aussi, et je rejoindrai ce que disait Henri avant, c'est les représentations, voire la mémoire que nous avons de figures révolutionnaires, parce que Robespierre est soit, pour grosso modo, une droite conservatrice, le dictateur à la tête du comité de salut public et le principal instigateur de la terreur, qui n'est pas, vous avez compris, et pour d'autres, plutôt marqué à gauche, il est l'incorruptible incarnation du peuple et le représentant des défenseurs du peuple. Là, on est plutôt dans le camp Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière, ce que Robespierre n'est pas non plus, finalement. Et donc, les polémiques sur ce jeu, sur la figure de Robespierre, c'est avant tout une polémique politique sur la représentation que se font aujourd'hui plusieurs partis politiques de Robespierre, et ce faisant quel héritage ils reconstruisent de la Révolution pour s'y raccrocher. Mais c'est fondamentalement une polémique politique avant d'être une polémique universitaire, puisque la figure de Robespierre, même si elle fait couler beaucoup d'encre et écrire beaucoup de livres, elle est quand même aujourd'hui globalement, dans le champ universitaire en tout cas, circonscrite. Voilà. Tu t'avances un petit peu peut-être. Non, mais je veux dire, il y a quand même un accord depuis un certain nombre de publications entre la biographie, je pense à deux biographies, il y a la biographie d'Hervé Levers et de Jean-Pierre Martin, qui sont pas sur la même position, mais quand même, on sait à peu près où placer Robespierre, autant que faire se peut évidemment, mais il n'est ni dans dans une borne ou dans l'autre, une des deux bornes que j'ai explicitées précédemment. On peut creuser un petit peu, parce qu'effectivement c'est intéressant, donc la figure de Robespierre, d'une certaine manière, j'ai l'impression que on pourrait la comparer à la Révolution dans son entier, au niveau de la perception de ce que vous me dites. C'est-à-dire que beaucoup de débats dans un premier temps, des débats qui se poursuivent sur le plan médiatique, culturel, etc. C'est vrai qu'on a énormément d'ouvrages qui sont publiés régulièrement sur Robespierre. L'homme qui divise, si je me souviens bien, il n'y a pas très longtemps, par exemple. Marcel Gauchet. Oui. Et inversement, de ce que vous semblez indiquer, il y a tout de même une forme de, pas forcément de consensus, mais en tout cas d'accord qui semblerait se dessiner sur la portée de ce personnage sur un plan plus purement universitaire. Donc. Oui, sur Robespierre, on avance, ça a quand même bien avancé depuis un certain nombre d'années. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on en est là, nous aussi, à parler de Robespierre,
parce que c'est cette figure qui a fait scandale dans le jeu Assassin's Creed, mais le jeu Assassin's Creed mobilise aussi Napoléon Bonaparte pendant la période dite de la Terreur. Ça a un peu moins fait parler. Il y a d'autres personnages de la Révolution qui passent dans le jeu, mais à qui on donne des rôles évidemment stéréotypés, soit comme adjuvants ou antagonistes des personnages principaux du jeu vidéo. Mais voilà, ces personnages n'ont pas eu en tout cas la même, n'ont pas engendré de débats similaires. Donc en fait, on est toujours prisonnier de cette figure. Et si vous permettrez, là pour le coup, l'aura et la personnification du débat sur la Révolution, sur la figure de Robespierre, on la date de façon très précise. On la date aux mois, aux semaines et aux mois qui suivent son exécution, lorsque un certain nombre de députés, pour légitimer la mise à mort des députés dits robespierristes, inventent le concept de terreur et font de Robespierre le principal partisan, organisateur de cette terreur. On va rentrer forcément dans le débat sur la terreur, mais ce qu'on sait, c'est que c'est daté à la toute fin de la période de la Convention, la période dite de la Convention thermidorienne, c'est-à-dire dans les mois après le 9 Thermidor et donc la mise à mort de Robespierre, où il y a une réécriture des événements passés, la construction d'un mythe, pour aller dans le sens de ce que disait tout à l'heure, d'un mythe historiographique qui clive, enfin, encore une fois, qui synthétise ou résume le positionnement ou les débats sur la période révolutionnaire à la figure de Robespierre. Donc c'est daté, on le date et on explique comment est-ce qu'on est arrivé à polariser les débats et les discussions sur cette figure-là. C'est très daté et c'est en même temps resté prisonnier, prisonnier d'une construction historiographique et enfin, politique, parce que il y a un but extrêmement politique dans l'assimilation de Robespierre à la terreur et à la révolution dans son ensemble. Oui, mais on pourrait même dire que c'est pas le seul, c'est pas le seul mythe duquel on est toujours prisonnier, puisque finalement même cette invention du Robespierre tyran responsable de la terreur, c'est pas la seule invention historique, on va dire, de la Révolution. La Révolution a aussi créé l'Ancien Régime, par exemple. Exactement. Et depuis, on fonctionne encore avec ce mot-là. Alors que, bon, si la Révolution est à de très nombreux plans de rupture, elle met en œuvre énormément de continuité. Par exemple, la thèse de Alexis de Tocqueville. Mais pour revenir sur Robespierre, effectivement, je pense qu'aussi ce qui est intéressant, c'est que dans la légende noire comme dans la légende dorée, très souvent, il y a vraiment un surinvestissement de Robespierre. C'est-à-dire que, et là je pense qu'on a vraiment un aveu d'impuissance aussi à dire, c'est que tous les efforts des historiens pour le remettre dans son contexte, et finalement pour d'une certaine manière dire ce que Robespierre avait de normal, en quoi il était lui aussi déterminé, construit dans un système, dans différents systèmes, et donc en quoi finalement il a occupé des fonctions qu'il pouvait occuper, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas le self-made man, j'allais dire, qui a tout fait, qui a tout créé, qui est responsable de tout. Mais les légendes dorées comme les légendes noires veulent soit en faire, voilà, un précurseur génial systématiquement, qui avait tout prévu avant les autres et qui du coup n'est jamais victime que de son propre génie. Et la légende noire, bien sûr, le sanguinaire fou furieux qui a des problèmes avec papa et maman et qui à ce niveau-là à projeter ses fantasmes sur la société, le roi, ainsi de suite, quoi. Mais c'est pas étonnant quand on parlait du Front de Jules de gauche que ce soit aussi des hommes et des femmes politiques qui fassent vivre cette légende ou l'autre, parce que ça aussi, ça renvoie à leur propre rôle dans la société. Donc ils préfèrent voir quelqu'un qui est tout puissant en bien ou en mal. Ça renvoie eux-mêmes à la propre structure de leur pouvoir et au propre thème de l'ordre providentiel, ainsi de suite. Et là, effectivement, ce serait salutaire d'en sortir, mais j'ai l'impression que sur la figure de Robespierre, on est loin que les analyses très fines, alors peut-être parfois trop érudites, j'en sais rien, trop circonstanciées des historiens qui ont écrit sur Robespierre, avant qu'elle n'apaise les différentes dissensions, et même si c'est pas des dissensions, on va pas se mentir, c'est pas une guerre ouverte sur Robespierre en permanence à la télévision ou dans les journaux. Mais bien évidemment, par contre,
les imaginaires vraiment sur Robespierre, ils sont très ancrés. Ils sont aussi très liés à la question de la révolution russe, après, du totalitarisme, ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment toute une sorte de galaxie de problèmes et donc de représentations et d'idées sur des systèmes qui sont vraiment très liés et très accrochés dans la société, et je pense pas que dans la société française. Donc, on est vraiment prisonnier de ces figures, des légendes qui ont été construites, et on est toujours, à un moment donné, effectivement, à parler d'eux. Pas qu'on n'aime pas parler d'eux, puisque c'est des gens tout très intéressants, mais effectivement, ils ne présentent qu'une réalité, qu'une partie de la réalité de l'histoire de la Révolution française. Mais écoutez, merci beaucoup. En plus, ça tombe bien, puisque nous parlerons la prochaine fois, si tout va bien en tout cas. Nous espérons pouvoir le diffuser autour du 25 novembre. Nous diffuserons un prochain podcast sur justement la révolution russe et plus largement donc les relations franco-soviétiques qui s'en sont suivies. Donc c'était un très beau mot de la fin. Si vous avez un dernier sentiment, une dernière impression dont vous voudriez faire part, allez-y, sur ce mythe de la Révolution française ou sur l'étude en elle-même de cette Révolution française. Et si jamais vous pensez avoir tout dit, ma foi, il ne me restera plus qu'à vous remercier. Moi, peut-être très rapidement, pour en fait rebondir une phrase sur ce qu'a dit Henri, et qui était à mon avis extrêmement intéressant, sur quand j'ai dit que le débat sur Robespierre était plus ou moins clos, on va dire dans le champ universitaire, mais évidemment l'histoire et ses représentations engendrent des débats qui ne sont jamais clos, et elles interrogent aussi, je pense, plus largement les limites de l'histoire en tant qu'activité érudite, scientifique, universitaire, on l'appelle comme on veut. Il n'y a peut-être pas d'illégitimité à reconnaître que lorsqu'on essaie de faire de l'histoire, on peut se heurter à des représentations, et à reconnaître qu'on ne peut pas peut-être, avec nos démarches scientifiques et tout ce qui est à côté, on ne peut pas forcément peut-être résoudre tous les débats et toutes les discussions ouvertes ou créées, engendrées par les représentations historiques et la mémoire de notre passé. On perd peut-être pas quelque chose, très action que je peux poser, on perd peut-être pas quelque chose à reconnaître les limites aussi de nos démarches et de nos travaux. Oui, très rapidement, effectivement, je suis d'accord avec ça. Je pense que de toute façon, on n'est pas, parce qu'on est encore professionnel, on n'est pas propriétaire du passé, et donc à partir de là, énormément de gens s'en saisissent. Nous, je pense qu'effectivement, on a la possibilité, peut-être plus que d'imposer des visions du passé, on a aussi une capacité de dire non à des visions imposées du passé, justement, à des visions politiques qui essayent et qui agitent en permanence la société pour se faire circuler des ordres, des mots d'ordre, des fidélités, des inimités, ainsi de suite, qui font constamment référence au passé, à l'histoire, et qui du coup essayent d'obliger tout un chacun, les individus, à se comporter d'une certaine manière. Nous, on a la possibilité, effectivement, de dire non, de dire il n'y a pas qu'un seul passé. En fait, le passé se décompose en autant d'interprétations qu'il en existe. Mais il y a alors, ça ne veut pas dire que tout est relatif, parce qu'il y a des choses qui se sont passées et d'autres qui ne sont pas passées, mais il y a d'infinies façons de la raconter. Et on peut avoir cette possibilité de ralentir un peu d'une certaine manière, ou de contrer les injonctions qui sont très souvent construites sur le matérialisme. Eh ben, merci beaucoup à tous deux pour avoir répondu favorablement à notre invitation, et donc j'invite nos éditeurs à nous écouter pour la prochaine fois en novembre autour de la Révolution russe. Henri Vignol donc et Guillaume Deval, je vous remercie encore et à bientôt. Vos parents qui vous ont perdu, vos parents qui vous ont perdu.
coupables vengeurs qui nous ont outragés. C'est par de sages lois, non par des hécatombes, que nos amis seront vengés, que nos amis seront vengés. Oui, pour la République, un nouveau jour commence. Nous verrons à la fois de vos mains prospères l'humanité dressant l'autel de la clémence sur vos respectables débris, sur vos respectables débris. Première gaieté, des boissons immortelles, vapant d'abord et même avant la liberté. La mère des vertus, véritable si belle, pour chanter cette humanité, pour chanter cette humanité. Le jour avait vengé l'opprobre de nos pères, mais le sceptre tombé des mains du dernier roi armait encore les mains des tyrans populaires. Il ne fut brisé que par toi, il ne fut brisé que par toi.